Bonjour, heureuse de vous retrouver. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du groupe d'investigation cynophile de Paris de la Garde républicaine, le GIC 75. La Garde républicaine qui est une institution qui fait la fierté de notre pays, qui date de 1802 et qui assure des missions de sécurité et de protocole des plus hautes autorités de l'État, mais aussi des missions de sécurité du public. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Stéphane Van Boxom du GIC 75. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir au quartier Carnot de la Garde républicaine. Donc ici on est dans le bois de Vincennes, Exactement. qui appartient à Paris. Et non Tout pas à fait, Vincennes. oui, Paris 12e. Voilà, donc Stéphane, je viens vous voir aujourd'hui pour parler du groupe d'investigation cynophile de la Garde républicaine Tout à fait, que vous représentez. exactement. Combien de chiens compte le groupe d'investigation cynophile de la Garde? Alors, au sein de la Garde républicaine, le GIC Paris, le groupe d'investigation cynophile, est composé de 3 équipes, donc 3 chiens, tous formés à la recherche d'explosifs. Donc on a 2 femelles, donc une berger belge malinois Naya, une English Springer Spaniel, beaucoup moins connue comme race, donc Ouais. Lana, et ici présent Lucky, un berger hollandais, mon chien à moi, mon partenaire de tous les jours. Donc il y a quand même des races de chiens, on peut le dire, qui sont privilégiées dans justement ce groupe d'investigation. Tout à fait. Alors, au niveau cadre général, au niveau gendarmerie, le chien le plus répandu, c'est le berger belge malinois. Par rapport à ses caractères de travail, c'est vraiment un chien le plus polyvalent dans toutes les spécialités, capable de tout faire au niveau gendarmerie. C'est un chien de travail par excellence. Nous, à la Garde républicaine, à la création, sont plus partis sur des chiens de petits gabarits, comme le Springer. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des chiens qui passent partout et avec un pétale sympathie, beaucoup plus abordable par rapport au milieu dans lequel on travaillait et aux vues des gens avec lesquels on travaillait. Mais sinon, oui, le malinois est le chien le plus répandu. Il y a aussi des capacités d'athlète et de Exactement. résistance au travail. Lucky, il y a Mais la bon. garçon. Tout à fait, oui, il y a une plus grande résistance de travail, le malinois, oui, sa polyvalence, sa spécialité, le chien de travail. Effectivement, on peut le comparer à un athlète de haut niveau par rapport au milieu canin. Alors, Lucky, justement, Lucky a 2 ans et demi. Où sont adoptés les chiots qui vont ensuite intégrer la Garde républicaine? La gendarmerie, le CNICG, le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, qui est basé à Gramat dans le Lot, seul centre de formation canin dans la gendarmerie, recrute les chiens à partir de 10 mois pour les plus jeunes, jusqu'à 24 mois pour les plus vieux. Donc différentes possibilités d'adoption, soit le réseau classique des éleveurs, ensuite soit la donation. Il y a des particuliers qui peuvent donner leurs chiens, ou alors un peu plus rarement, mais ça arrive encore, dans tout ce qui est refuge ou SPA. Donc, ils sont formés à partir de cet âge-là. Ils commencent une formation, Voilà, tout à fait, puisqu'à chaque chien est lié un maître de chien. exactement. Et c'est là que la relation s'instaure. Exactement. Donc Stéphane, je vous propose d'aller commencer justement, d'aller dans la piste d'entraînement justement Allez, avec c'est Lucky parti, pour voir comment ça se passe. sans problème. Donc maintenant là, on est en plein cœur du terrain d'entraînement d'agility du groupe d'intervention cynophile. Je vois que le lien entre le maître de chien et le chien est très fort. Moi, j'aimerais déjà savoir comment se passe cette rencontre entre un maître de chien et son chien, parce qu'on sait que c'est une relation sur tout l'ensemble de la carrière du chien. Alors, la première rencontre se fait au Centre national. Donc, il y a un profil psychologique qui est établi par l'instructeur dans sa première phase de travail. Et ensuite, il y a un profil également psychologique qui est établi pour chaque stagiaire maître de chien. Petit questionnaire tout simple. Et à l'issue, l'instructeur il associe des profils similaires entre le maître et le chien. Et une fois que ce profil est établi, il associe le chien au stagiaire. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le mariage chez nous. Donc l'instructeur nous ramène au niveau du box du chien, nous le présente et nous attribue le chien en disant voilà ton futur partenaire. Alors je me permettrais de dire que donc, le profil de Lucky est têtu et gourmand. C'est Donc, voilà, on c'est bien conclut ça. que c'est le vôtre également qui correspondait bien. Exactement, exactement. Non, voilà, donc effectivement, donc on associe des profils similaires et une fois que le mariage est effectué, on part pour une formation de 14 semaines, sanctionnée de 2 examens.
Donc un examen à la mi-stage et un examen à la fin de stage, ce qui conclut le stage et valide la capacité opérationnelle de l'équipe. Voilà, donc il y a un examen de passage pour savoir ensuite si le chien sera apte à intégrer donc, le groupe d'intervention cynophile de la garde républicaine. Et après, il est opérationnel. Exactement. Donc ça signifie combien d'heures d'entraînement par jour pour un chien du groupe d'intervention cynophile et à quelle fréquence en fait? C'est aléatoire, donc les entraînements sont quotidiens, on essaye, c'est en fonction de l'opérationnel. Oui, parce que vous êtes souvent appelé à intervenir. On est régulièrement appelé à intervenir sur les différents sites d'emploi. Du coup, on s'adapte au chien, donc en fonction de l'opérationnel. Donc si l'intervention a été plus ou moins longue, bien entendu, le chien, soit on le laisse se reposer, on le laisse tranquille, ou soit on va faire un entraînement un peu plus spécifique, d'ordre technique, avec des recherches bien précises par rapport à ce qu'on leur demande de faire dans notre travail au quotidien. Parce que typiquement, ce matin, vous étiez à l'Élysée, si je ne me trompe pas. Vous intervenez principalement dans tous les palais nationaux, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, exactement. Donc nous, notre travail principal, c'est la mise en sécurité des palais nationaux, donc sur différents emplois. Quand il y a une visite d'autorité, par exemple, on va sur site et à ce moment-là, on sécurise le site en amont et ensuite les autorités peuvent faire leur événement ou leur réunion. D'accord, donc en fait l'équipe Matignon, l'Élysée, les affaires étrangères n'ont plus de secret pour toi. Non, il connaît bien. Il connaît très très bien. Très bien. Donc une fois que le chien donc, a travaillé ici, c'est un entraînement, on voit que c'est une éducation qui est basée sur la récompense principalement. Exactement, tout est basé sur la récompense, sur le jeu. C'est surtout un aspect ludique. Comme vous avez pu voir juste avant, on voit que le chien, on joue, on s'amuse. Il n'y a pas de contrainte particulière, la preuve il est en libre. On cherche surtout, on associe l'entraînement d'obéissance ludique par le jeu, par l'agility, à ce qu'on a besoin en opérationnel, par des mots d'ordre. Oui. Le fait par exemple dans le tube, le fait de le faire rentrer dans un tube, ça nous permet, nous en travail, de l'envoyer dans des milieux exigus que nous on ne peut pas accéder, que Bien lui sûr. par rapport à son gabarit pourra accéder plus facilement. Le fait de monter sur des obstacles, le fait de sauter par-dessus un obstacle. Et de sauter dans vos bras aussi, j'ai vu. Et de sauter dans nos bras, voilà, sauter dans mes bras, ça c'est un rapport de confiance, c'est un travail de confiance que j'ai mis en place avec lui, de façon à lui expliquer, lui montrer, tu peux me faire confiance, saute-moi dans les bras, il n'y a pas de risque. D'accord. Et de toute façon, donc, je voudrais qu'on vienne aussi sur une idée reçue, parce que c'est les chiens de recherche de stupéfiants. Alors, vous êtes ici spécialisé explosif. On va en parler après, puisqu'on va faire un exercice de simulation ensemble. Mais, enfin, c'est surtout Lucky qui va le faire, parce que moi, c'est surtout lui qui va trouver. Voilà, je ne pourrais pas rechercher grand-chose, mais c'est que les chiens de recherche de stupéfiants, contrairement aux idées reçues, ne sont pas du tout addicts à la drogue, et c'est pas ça qui les stimule. Du tout. Non, effectivement, il y a toujours cette fameuse légende qui reste et qui s'accroche. Et effectivement, il y a certaines personnes qui pensent encore que les chiens de recherche de stupéfiants sont drogués, qu'on les drogue et qu'on les met en état de manque. Et c'est du fait de cet état de manque qu'ils recherchent les stupéfiants. Bien entendu, c'est totalement faux. Ça voudrait dire que les chiens, il faudrait qu'on les drogue sur toutes les différentes matières de stupéfiants. Très vite, le chien sera en overdose et en 3 jours, le chien décéderait. Ouais. Donc, c'est absolument pas faisable. Et pour faire la petite comparaison, souvent, je compare, je fais du coup, moi, mon chien, il recherche les explosifs. Sur quel principe? Parce que je lui fais manger des explosifs. Ça démontre le côté complètement absurde de cette idée-là. Non, du tout. Même les stupéfiants, n'importe quelle spécialité, que ce soit stupéfiant, recherche d'explosifs, ou même les chiens de défense, tout est basé sur le jeu. La défense, le côté jeu du chien, en fait c'est l'homme d'attaque qui fait office de jeu et on reste toujours dans un principe de jeu. Ouais. Et sur la recherche d'explosifs, de toute façon, c'est quand même l'odorat du chien qui est excessivement développé, nettement plus développé que celui de l'homme, et qui va lui permettre de faire tout ça. Je vous propose, Stéphane, qu'on aille voir comment se passe un exercice de recherche d'explosifs. Avec plaisir, c'est parti. Allez. Alors on va parler désormais de recherche d'explosifs. Oui. Ça suppose combien d'interventions par an, la recherche d'explosifs, avec justement le groupe d'intervention cynophile? Alors nous, au sein de la garde républicaine, on fait environ 400 interventions à l'année, à peu près, réparties sur les 3 équipes. Donc voilà, spécialement pour les palais nationaux, donc, comme on disait, le palais spécialisé, Matignon, les différents ministères, palais de justice, ministère des Affaires étrangères ou même le ministère des Armées. Ils parleront français aussi. Donc voilà, une recherche d'explosifs, ça consiste à sécuriser le site. Donc on va sur les lieux à la demande des palais.
en vue d'une visite d'autorité. Ça peut être de la livraison de matériel, un chantier ou un événement particulier. Donc on va sur site et ensuite on sécurise ce qu'il y a besoin et puis on fait notre travail avec les chiens. Ce qui veut dire un exercice quotidien des chiens pour s'entraîner à cette recherche d'explosifs. Stéphane, en résumé, comment ça se passe, les différentes étapes pour entraîner le chien chaque jour à cet exercice? Alors effectivement, les entraînements sont quotidiens, adaptés à l'opérationnel, à l'aspect opérationnel. Donc une recherche d'explosifs se fait en 3 étapes. Donc on a d'abord la première partie, tout ce qui est phase de libre, recherche en libre, de façon à ce que le chien fasse son inventaire d'odeur sur le site adapté. Là, ça veut dire qu'il n'y a aucun explosif sur le site, il n'y a rien du tout. Alors en opérationnel, on espère qu'il n'y a rien. Oui, bien sûr. Oui. Sur une phase d'entraînement, pas forcément. Donc on a dissimulé des explosifs, on met le chien en libre, il travaille, il fait sa phase d'inventaire d'odeur. Une fois qu'il a fait son inventaire d'odeur, on passe sur la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on reprend le chien en travail commun entre le maître et le chien, par la désignation soit de différents endroits particuliers, précis où on a besoin que le chien aille ou qu'il n'a pas été pendant sa phase d'inventaire. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le systématique. C'est que si le chien prend un intérêt sur un endroit particulier mais qui n'arrive pas à remonter sur l'odeur précisément, on désigne des points précis où le chien va renifler et à ce moment-là jusqu'à potentiellement remonter là où il y a la matière d'explosif. D'accord. On voit en tout cas que le respect du chien et de son bien-être est assuré. Donc je vous propose Stéphane qu'on aille en parler au niveau du chenil et qu'on aille aussi parler de la retraite de vos chiens. Pas de problème, avec grand plaisir. On voit bien que le bien-être animal ici est vraiment respecté parce qu'on pourrait avoir l'image de chiens qui sont laissés en chenil après avoir fait leur période d'exercice avec vous, mais en fait pas du tout. Ils sont même plutôt très choyés, non? Tout à fait, effectivement. Donc effectivement, le bien-être est quand même essentiel avec nos animaux, c'est une partie importante. Si on n'avait pas ce bien-être et les chiens en bonne santé, le chien ne travaillerait pas. Donc on aurait des difficultés après pour l'aspect opérationnel, bien entendu. Donc effectivement ici, là vous êtes au niveau du chenil, des box. Donc on peut voir un petit peu les différentes parties. Donc chaque chien a son propre box avec une partie jour, une partie nuit. Certains, comme celui de Lucky, la partie nuit est même chauffée pour éviter un vrai luxe, bien sûr, parce qu'il faut qu'il puisse récupérer de manière optimum pour pouvoir reprendre le travail le lendemain. Au quotidien, ils sont sortis entre 3 et 4 fois par jour. Chaque sortie dure entre 20 et 30 minutes. Où le chien, c'est de la détente. Le chien vraiment se détend, il fait ce qu'il veut, comme un chien de famille, tout simplement. Donc c'est vraiment une partie importante de ça, de la détente du chien, pour qu'il puisse décompresser, récupérer, et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'ils ont une belle zone de balade ici pour se défouler les pattes. Et on a ce qu'il faut aussi des fois pour se détendre à l'extérieur, finalement dans le bois, faire du canicross, parce que ça fait partie aussi de l'entraînement et en même temps de l'aspect ludique, de la détente du chien. Alors, comme chaque animal vient un jour l'âge de la retraite, en tout cas pour les animaux de travail, les chiens de travail, sur la base de quels critères, Stéphane, un chien de la garde républicaine prend-il sa retraite? Voilà. Alors, les chiens de la garde, nos chiens, comme tout chien militaire de la gendarmerie, c'est le maître de chien qui détermine l'âge de retraite. Donc, pris en compte d'abord l'âge en premier, donc qui est en moyenne à l'âge de 9 ans. Ensuite vient aussi dans l'aspect opérationnel, si le chien a une perte de motivation dans le travail, a plus de mal à récupérer, on estime qu'il est temps de le mettre à la retraite pour qu'il puisse profiter aussi des moments plus sympathiques, au moins d'un confort un peu plus adapté. Exact, et là, famille. Et là en famille, oui, parce que c'est vous qui avez priorité en tant que maître de chien. Tout à fait. Pour adopter votre chien, et Esther c'est le meilleur exemple. Voilà, exactement, donc effectivement on est prioritaire sur l'adoption. Chaque maître de chien adopte son chien. Et effectivement, Esther est ma première chienne de travail et ça fait 1 an qu'elle est en retraite et désormais elle vit en famille et elle profite des joies du canapé. Voilà, c'est très bien. Et puis donc maintenant vous travaillez avec Lucky au jour le jour. Voilà, tout à fait. Et il n'y a pas de jalousie entre les deux. Aucune. Lucky a pris la relève et maintenant c'est elle, ma retraitée. Voilà, 10 ans, toute belle et qui continue. Et en tout cas, Stéphane, justement, on a bien vu que vous avez un rapport très proche avec les animaux, que le bien-être ici à la garde républicaine est vraiment respecté pour ces chiens qui sont des chiens de travail, mais qui sont aussi des animaux de compagnie, on peut le dire.
Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Tony et Léon. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt pour un prochain épisode.